Il est 18h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, merci d'être sur TNTV. Voici les titres de ce samedi 17 janvier. Des dégâts au sud de Tahiti après les fortes pluies, inondations, glissements de terrain. À Faoné, des chutes d'arbres ont endommagé un véhicule. La conductrice est indemne, mais la circulation a été coupée durant plusieurs heures. Les habitants appellent les autorités à réagir alors que la saison des pluies est loin d'être terminée. Un portrait dans ce journal, celui de l'artiste Philippe Pouahio. Reconnu pour ses nombreuses créations, il a embelli les murs de Haroué. Plusieurs fresques qui ont été réalisées par des graffeurs. Un projet né grâce au contrat de ville. L'occasion de s'intéresser ce soir à ce dispositif existant depuis les années 90 avec notre invitée Teupo Manavari Ravetupu, la directrice du syndicat mixte en charge du contrat de ville de l'agglomération de Papeete et sur TNTV ce soir. 198 ans et toujours aussi résistante. Rencontre ce soir avec Tiara Oui, la tortue des Galapagos du jardin botanique vient de souffler une bougie de plus. Elle pourrait bien être la plus vieille tortue au monde. Son secret de longévité, une équipe médicale aux petits soins. Enfin, l'équipe de Tahiti United a bien failli créer une énorme surprise pour son premier match à l'OFC Pro League. Elle a ouvert le score face aux favoris de South Melbourne FC. Un match à suspense jusqu'à la dernière minute. C'est à voir à la fin de ce journal. Les îles du Vent en vigilance orange et encore des victimes des intempéries. Inondations, éboulements au sud de Tahiti. Une automobiliste s'en sort indemne alors que des arbres se sont effondrés sur son véhicule. Les autorités appellent à la plus grande prudence, mais ces nouveaux dégâts inquiètent les habitants. On fait le point sur la situation avec Davidson Bennett. Depuis le début de la journée, un temps fortement instable touche les îles du Vent. À Papeete et Mataya, plus de 60 litres de pluie par mètre carré sont tombés en seulement 3 heures. Conséquence, des routes obstruées par des arbres, des glissements de terrain et des inondations. Sur le secteur de Faeta, entre le CET de Paihoro et le centre Tatutu, des éboulements en bord de route. À Papeari, la circulation est interrompue où des engins lourds sont mobilisés pour dégager la chaussée. Et à Faoné, la route est coupée, des grands arbres se sont abattus sur la chaussée et sur un véhicule de livraison, mais miraculeusement, pas de blessés. Un gros arbre est tombé sur la voie publique et a causé des dégâts. Donc, on a retrouvé une voiture sous les arbres. Heureusement, merci Seigneur, cette personne n'a rien eu. Et puis, bon, on appelle à la vigilance quand même à tout le monde. Les travaux sont encore en train de se faire, de bien nettoyer les abords et surtout ces branches d'arbres qui traînent sur la route. Cette route, c'est un vrai danger quand il y a des pluies diluviennes. On peut dire que c'est un danger permanent que tout le monde appréhende quand ils descendent le matin au travail. À tout moment, tous ces palcatas peuvent tomber. D'ailleurs, dernièrement, je pense qu'on a eu le mois dernier un démoulement au-dessus du perchoir, où il y avait des carabasses, qui a quand même fait quelques blessés et 2 voitures ont bien endommagées. Là, aujourd'hui, c'était une pauvre dame qui partait en livraison, qui a été appelée par ce gros falcata. Et je pense qu'il est important qu'on puisse faire quelque chose dans les temps à venir. L'évolution de la situation dépendra des conditions météorologiques et de la sécurité des intervenants. La prudence reste donc de mise sur l'ensemble des îles du Vent, alors que les pluies intenses continuent de fragiliser routes et infrastructures. Et les îles du Vent ne sont plus en vigilance orange d'après le dernier bulletin de Météo France. L'accalmie est de retour, même si des épisodes pluvieux orageux peuvent persister en début de nuit et demain. Vous l'avez sans doute remarqué si vous êtes passé par Haroué. La commune orne ses murs et fresques depuis plusieurs mois. Des peintures qui voient le jour grâce au contrat de ville. Si les fresques ont été réalisées par des graffeurs récemment, c'est un artiste bien connu de la commune qui s'adonne à sa passion devant la servitude Tiarapé. Philippe Pouahio est à l'œuvre depuis une semaine. Cet autodidacte est aujourd'hui reconnu pour ses peintures. Nous l'avons rencontré
rencontré. Son portrait est signé Thomas Chabrol et Rarho Mahashiong. Des fleurs et des plantes colorées pour donner le sourire aux automobilistes et aux habitants. À Aroué, aux portes du quartier Tearapé, Philippe Pouaillot exprime son talent avec des bombes de peinture. L'artiste a répondu à une commande de la commune pour peindre ce grand mur. Tout a d'abord été crayonné sur le papier avant d'être reproduit à grande échelle. Là, il fait 17 mètres, celui qui est au bord de route, 17 mètres 50, on va dire. Et sur 2 mètres 70 en hauteur, bon, ça va quoi. Enfant de Tearapé, où il vit toujours, Philippe s'inspire de la vie de son quartier pour ses fresques. Le mur de sa maison évoque la pêche, un hommage aux générations passées. Ici, dans mon quartier, c'était rempli de pêcheurs, des grands pêcheurs, des anciens pêcheurs. J'ai grandi ici, tout en voyant tous ces pêcheurs descendre du quartier. Chaque matin, ils avaient leur moulinier, leur brouette et tout, pour rejoindre leur petit marara, on va dire comme ça. Sa passion pour le dessin est née très tôt. Jeune, il se souvient que ses yeux étaient plongés dans les bandes dessinées de super-héros. Autodidacte au départ, il s'est formé au Centre des métiers d'art dans les années 80 auprès de professeurs reconnus. Côté professionnel, il a travaillé dans plusieurs entreprises du secteur des enseignes visuelles avant de devenir auto-entrepreneur depuis 2 ans. Ses proches et les riverains sont ses premiers fans. Tous les jours, je vois les fresques murales s'agrandir, ça égaye aussi, hein? Oui, ça égaye. Quand tu te lèves le matin avant d'aller au travail, tu vois ces fresques murales, ça donne de passer une belle journée, quoi. Hein? Dans le quartier Tearapé, tous les habitants félicitent son travail et son enthousiasme pour embellir les bords de route de la commune. Petit à petit, j'ai regardé un peu son dessin, mais comme lui, il était déjà dans le dessin comme ça, hein, quand il a essayé, là, c'est magnifique, hein, c'est extraordinaire. Même mes amis qui sont là, ils disent que c'est magnifique ce qu'il est en train de faire. Là. Pour ce projet, Philippe a travaillé et rencontré d'autres artistes graffeurs, une source de motivation supplémentaire pour penser à de futurs projets. Voilà pour ce beau projet dans la commune de Aroué. Teupo Manavari Iravitupu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur TNTV ce soir. Vous êtes donc la directrice du syndicat mixte en charge du contrat de ville de l'agglomération de Papeete. C'est donc grâce à ce contrat que ce type de projet peut voir le jour. Tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir un historique de la naissance de ce contrat de ville? Il me semble que c'était dans les années 90. De quel constat vous êtes parti? Alors en fait, le contrat de ville, bonsoir tout le monde, le contrat de ville est arrivé dans les années 90 en Polynésie. Sous la même lancée qu'en métropole, c'était une problématique de logement tout d'abord. Hein. Donc il fallait répondre à des problématiques de logement. Donc comme ça, l'État est arrivé avec un dispositif pour justement accompagner ces publics-là à des quartiers prioritaires, à pouvoir sortir un peu de cette misère au niveau de leur environnement social. Et en fait, ça a évolué dans le temps et dans les années, les choses ont évolué et maintenant on n'est plus limité qu'à une seule problématique de logement, mais on est aussi sur des problématiques d'insertion, d'emploi. Le taux de chômage, qu'on le voit au niveau des quartiers, est assez élevé. Les champs d'intervention sont vraiment très vastes. Exactement. Les champs d'intervention ont dû forcément évoluer avec le temps. Donc, on est maintenant sur plusieurs thématiques. On est sur 5 thématiques dans notre contrat. Donc, il y a l'éducation à la famille, l'emploi, l'insertion, le cadre de vie, l'environnement, la santé, la prévention, et notamment en ce moment avec la lutte contre les addictions et tout. Et aussi tout ce qui est en lien avec la cohésion sociale et la vie de quartier. Donc on est vraiment sur des thématiques très transversales, très vastes. Très diverses. Le contrat de ville est géré par un syndicat mixte. Comment est-ce qu'il fonctionne concrètement? Comment est-ce qu'il est financé? Qui est dans ce syndicat? Donc en fait, le syndicat mixte, c'était une structure vraiment mise à disposition des communes. Donc c'est un syndicat intercommunal. Donc nous sommes constitués de 9 communes avec comme signataires dans le contrat l'État, le pays et les 9 communes. Et le syndicat est vraiment l'outil pour permettre la mise en œuvre et le déploiement de toutes les actions qui sont à vocation à résoudre et à améliorer les conditions de vie de ces habitants des quartiers. Le budget se monte à combien? Il évolue chaque année? Alors le budget d'année, il est assez constant et on est dans les ordres de 400 et 450 millions de francs pacifiques avec une grande partie des crédits qui nous viennent de l'État.
une partie aussi des financements qui viennent du pays et des communes avec les contributions syndicales. Et en fait, la structure du syndicat et les frais de fonctionnement, nos salaires et tout, tout ce qui est en lien avec les frais de fonctionnement, les charges sont prises en charge par le pays et les communes, essentiellement. Et on l'a compris, hein, le but c'est finalement de réduire les inégalités. L'un des objectifs, c'est de réduire aussi l'habitat insalubre, mais les habitants qui sont relogés sont souvent aussitôt remplacés par de nouveaux arrivants. Comment faire ? En fait, là, c'est vraiment un travail de collaboration avec le pays, notamment avec notre ministère de tutelle qui est le ministère du Logement. Donc, l'idée est vraiment de travailler en symbiose, davantage de partenariat avec les services du pays, notamment l'OPH, pour pouvoir accompagner en fait ces habitants à les reloger de manière réfléchie et non pas on les place là et on les met là-bas sans qu'il y ait un suivi, une concertation. Donc nous, le contrat deal, on vient vraiment dans l'accompagnement social, dans l'accompagnement de ce public-là depuis la genèse du projet en fait. Et on est aussi bien sur le logement, l'accompagnement au niveau de la transition sociale de logement, mais on est aussi sur la réinsertion. On parle beaucoup de la réinsertion économique parce que lors de notre consultation citoyenne, dans le cadre des travaux de la réécriture du contrat de ville, les habitants nous ont dit on veut du travail, on veut qu'on nous accompagne dans... On parle de leur doléance. Il y a eu un nouveau contrat de ville en 2025-2030. Oui. Vous l'avez signé en octobre dernier. Comment on sait finalement qu'on vit dans un quartier prioritaire et que celui d'à côté n'est pas un quartier prioritaire? Sur quels critères vous vous basez? En fait, il y a eu, ça se fait pas comme ça. Hein. Il y a des indicateurs sociodémographiques, qui permettent de caractériser et de calculer en fait un quotient qui fait que le taux de chômage est élevé, le taux de monoparentalité, la part de famille, la part de logement, la part d'insalubrité au niveau des logements aussi fait vous faites que des calculs finalement qui vous permettent d'établir d'établir ces quartiers prioritaires. Il me semble qu'il y en a 88 quartiers qui sont concernés. Une toute dernière question, est-ce que c'est vraiment que Tahiti et Moorea qui peuvent en bénéficier? Est-ce que d'autres îles peuvent aussi entrer dans ce dispositif, pourraient un jour en bénéficier? Alors pour le moment, on est centré essentiellement sur l'agglomération, le Grand Papeete, on va dire, donc de Papara à Mahina avec l'île de Moriame'o. Et c'est vrai qu'en fait, le calcul se fait vraiment par une concentration de plusieurs problématiques sociales et sociodémographiques. Il y a des quartiers prioritaires aussi, dites insalubres, dans les îles également. Oui, mais en fait, on va dire qu'actuellement, la configuration fait que l'enveloppe que l'on reçoit de l'État ne permet aujourd'hui de pouvoir satisfaire que cette agglomération-là. Et il y aurait moyen de pouvoir l'élargir, mais il faut étudier toutes les possibilités possibles et notamment voir si actuellement les 9 communes seront prêtes à pouvoir partager l'enveloppe actuelle. Les parts du gâteau. C'est ça, exactement. Et ça, c'est une autre question. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir et merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. On n'a pas tous les jours 20 ans, mais on n'aura probablement jamais 198 ans. C'est l'âge estimé de la tortue des Galapagos du jardin botanique de Papeari. Te Arahui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. L'occasion pour nous de nous intéresser à celle qui pourrait bien être la plus vieille tortue au monde. Et c'est un reportage signé Davidson Bennett. Sous les arbres du jardin botanique de Papeari, Te Arahui se prélasse au soleil. Cette tortue terrestre géante des Galapagos vit en Polynésie française depuis près d'un siècle. Elle pourrait être la plus vieille tortue au monde encore en vie. C'est une tortue des Galapagos. Ce sont les grosses tortues terrestres qui ont l'espérance de vie la plus importante. Normalement, c'est la tortue la plus âgée au monde, 198 ans. Pour l'instant, il n'y a pas d'animal connu. Là, elle est contente quand elle fait comme ça. Elle veut dire, elle veut raconter. Les tortues géantes des Galapagos sont connues pour leur croissance lente, leur métabolisme réduit et leur résistance exceptionnelle. Des caractéristiques qui leur permettent de traverser les siècles bien au-delà de la longévité de la plupart des espèces animales,
Mais déterminer précisément l'âge d'une tortue géante reste un défi scientifique. Une tortue, on arrive à déceler l'âge d'après les stries. Donc d'après les stries qu'elles ont sur la carapace. Et plus la carapace devient lisse, plus elles sont âgées. Alors les écailles, c'est valable jusqu'à 30-40 ans. Mais chez les tortues géantes comme ça, à partir de 30-40 ans, déjà on perd ces lignes. Et puis après, elles sont plus fiables du tout. Des méthodes scientifiques plus poussées comme la datation aux isotopes pourraient un jour permettre d'affiner son âge. Installée à Papiari depuis 1965, Tiaraoui est suivie médicalement chaque année. Après la perte de son compagnon, elle a montré des signes de dépression rappelant que ces animaux, malgré leur lenteur, sont sensibles et sociaux. C'est les animaux les plus résistants sur la planète et qu'ils traverseront toujours le temps et que quand nous on ne sera plus là, eux ils seront encore là. On la voit d'après ses expressions et tout, elle est très intelligente. Des fois, j'ai l'impression qu'elle veut me dire des choses. Mais elle, comme elle est tellement bien nourrie, bien soignée, elle a ses vétos, elle a tout ce qu'il faut, donc je pense que c'est le secret de sa longévité. À plus d'un siècle, Tiaraoui est un témoin vivant du temps, de l'histoire naturelle et de la nécessité de préserver ces espèces exceptionnelles. À Papiari, la doyenne des tortues continue d'écrire lentement, mais sûrement, sa légende. Voilà, et longue vie à Tiaraoui. En sport maintenant, belle entame mais cruelle désillusion pour Tahiti United. Le premier match professionnel des Tahitiens à l'OFC Pro League s'est déroulé il y a quelques heures en Nouvelle-Zélande. Ils affrontaient l'un des favoris, South Melbourne FC. Et pour sa première sortie officielle, Tahiti United a fait douter un prétendant au titre. Les temps forts avec Oriano Tefao. Tahiti United découvre la scène professionnelle mais ne se contente pas d'observer. En place organisée, le club du Fénois solidifie sa défense et construit patiemment ses attaques. Le premier tournant intervient à la 36e minute. Manouari Chan transforme un coup franc parfaitement placé. Frappé direct et le but! Oh, exceptionnel! Un premier but historique à la pause. Tahiti mène 1-0. Retour de vestiaire, changement d'atmosphère, à peine 2 minutes de jeu et South Melbourne égalise. Oh, le ballon et le but! L'égalisation tout de suite. Le favori assume son statut. Ce match par Ichida. Deuxième coup dur, le gardien Jackson Gardner, touché à la cuisse, doit quitter le terrain. Teave Teamotueito assure l'intérim pour la fin de match. Malgré tout, Tahiti tient bon. Le chronomètre file, 10 minutes de temps additionnel sont annoncés. Et c'est finalement sur un coup franc dans les ultimes instants que Melbourne trouve la solution. Score final 2-1, cruel scénario. On a fait une belle rencontre, on savait qu'il nous manquerait de jambes sur la deuxième mi-temps parce qu'il nous manque encore quelques semaines. Mais je suis très fier des garçons, très fier d'être entré dans l'histoire du football océanien aujourd'hui. Première soirée, premier combat et déjà la preuve que Tahiti United n'est pas là pour faire de la figuration. L'équipe a posé les bases de sa saison dans une ligue qui réunira 8 clubs pendant 5 mois. C'est beau Bruno, que c'est beau! Et pas de victoire non plus, mais une belle prestation pour Mister Tahiti 2025. Noho Arituo n'a pas décroché sa place parmi les 5 premiers à Mister France. L'écharpe du vainqueur revient à Mister Auvergne, Maxence Brovillier. Toutes nos félicitations aux gagnants. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez votre émission Waves consacrée à la glisse. Et ce sera suivi de votre divertissement Star Academy. Très belle soirée sur notre antenne. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.